Alors, merci à vous, merci toujours avec notre partenariat fort avec Réseau Culture 21 pour ce programme Paideia. Paideia, tu l'as dit, éducation dans tous les sens, mais aussi éducation à quoi? Ce qu'il y a le plus noble dans l'être humain. On a du mal à dire ça aujourd'hui, hein? On a un langage très relatif. Donc, dire ce qu'il y a le plus noble dans l'être humain, c'est quoi? C'est cette dignité, cette humanité, mais qui est hyper complète, qui est que chacun a droit de participer dans sa vie à des expériences de création. On peut le dire comme ça, on peut le dire de mille autres façons. Mais l'expérience où son authenticité peut sortir, être reconnue, s'éprouver, être éprouvé, et où il peut voir quelque chose de ce qu'il a au fond de lui et qui mérite d'être dit. Donc rien de plus concret, intime, que cette dignité fondamentale qui s'exprime par des chemins concrets. Des chemins qui passent d'une école à une institution de danse, comme on a ici, qui passent évidemment par des milieux familiaux, qui passent par des associations, qui passent par tout un ensemble de regroupements, de communautés de savoir. Je ne peux pas me lasser de la muse endormie de Brancusi, que vous voyez là, parce que, pardon pour les roumanophones, pour la prononciation, mais je vais vous parler de puissance culturelle. Pas seulement de capacité, mais de puissance culturelle. Qu'est-ce que c'est que notre puissance culturelle? C'est notre capacité de toucher et d'être touché. D'être touché et de toucher. Toucher pas seulement au sens d'une émotion brusque, hein, mais toucher au fond, là où on est ébranlé, là où on est émerveillé, là où on est mis en mouvement, là où le désir naît, par conséquent, là où les libertés naissent. C'est bien beau de parler des libertés, on est pour les libertés, etc., mais comment se génère-t-elle? On ne la trouve pas tout simplement parce qu'on est né, on est libre. Oui. Non, les libertés se développent, les libertés s'instruisent. Et nous allons parler de liberté culturelle, autant que des droits, puisque c'est l'envers et l'endroit d'un même disque. Sauf que l'image n'est pas bonne parce qu'il a trois côtés. Il faut y ajouter les responsabilités. Donc l'envers et l'endroit et la tranche, si on veut, de nos droits, liberté et responsabilité, qui est ici d'arriver à dégager, à ouvrir et donc à créer ce qu'il y a de plus fort. Et le paradoxe, c'est que ce qui est le plus intime pour chacun de nous est aussi le plus universel. Ça, c'est le grand paradoxe. Et ça fait bouger. Alors, cette muse est endormie parce que notre puissance culturelle, même si ici nous sommes sans doute tous très privilégiés en richesse culturelle, en émotion, en partage, en reconnaissance, n'empêche qu'une bonne partie de cette muse reste encore endormie. C'est bien ça qui nous passionne. Si on croyait qu'on était déjà arrivé, ce serait triste. C'est pas une raison pour ne pas croire en la perfection ou en l'excellence. Parce que celle-là, on n'est pas prêt de l'atteindre. Si on l'atteignait, ce serait dans la mesure, plus exactement, où on l'atteint, oui, c'est la passion. Cette muse est endormie encore, pas seulement pour nous-mêmes, mais parce que nous sommes tous responsables, co-responsables de l'ignorance d'autrui. Nous sommes co-responsables de l'ignorance d'autrui, ça veut dire que nos responsabilités à l'égard des droits culturels, comme à l'égard des autres droits humains, a quelque chose d'infini, comme à l'égard d'un enfant. On ne peut pas simplement dire « ça y est, j'ai fait mon job ». Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'infini dans ce droit, comme dans tout droit fondamental, et quelque chose qu'il faut désenvelopper. Hein? On aime bien le mot développement, on a l'impression que le développement, tout s'ouvre, tout grandit, etc. Mais il y a quelque chose d'intime dans l'étymologie qu'on a plus en langue portugaise, où on a le désenveloppement. Ça signifie que,
Avant de dire on va développer parce que là il n'y a rien, donc on va créer des institutions, on va apporter la culture à ceux qui seraient censés ne pas en avoir trop peu. Et non, la puissance culturelle elle est partout, elle est dans chacune et de chacun de nous, mais elle est aussi dans les choses qui sont autour de nous, qu'on connaît trop mal. Et elle est dans toutes sortes de ressources culturelles, encore faut-il délicatement l'ouvrir. C'est intime. Donc on ne peut pas simplement asséner ça. On ne peut pas faire une offre de culture comme on ferait une offre de consommation ou de service. Ce serait ridicule, pervers et extrêmement malheureux. Donc il faut aller chercher cette puissance de liberté, cette puissance de capacité de choix, là où elle est cachée au fond des choses, comme au fond des êtres humains. Les enveloppés, c'est une petite statue d'une sculpteur près de Fribourg. Et donc je vais vous parler de la réalisation des droits culturels au cœur des droits humains et des politiques publiques, puisque nous sommes bien dans un espace politique. Et par conséquent, mon premier point sera un point de grammaire politique. Alors je suis très heureux d'être ici aussi parce que les élus sont par terre, si j'ai bien compris. Je trouve que c'est un beau symbole politique en démocratie. Là où l'espace public se constitue, se forme, où la responsabilité politique et cette responsabilité de chercher les savoirs, de les faire se croiser, où la responsabilité politique consiste à partager des valeurs non pas comme une langue officielle, mais à partager des valeurs qui naissent, donc à les mettre en œuvre. Autrement dit, à partager l'estime. Parce qu'une valeur, qu'est-ce que c'est? C'est une ressource estimée. Et comment on estime ces différentes ressources, ces différentes valeurs? Donc un peu de grammaire politique. Et ici, un autre sculpteur, c'est toujours à Fribourg, c'est au cœur de la banque de l'État. Et vous avez ce gros bronze là. Et vous voyez quelqu'un qui est en train d'écarter. Écarter, ça s'appelle la question, la torture. Et ouais, on commence bien. Hein. Et je ne vais pas vous faire un discours angélique, même si des fois ça donnera l'impression. Et on doit écarter le déterminisme. Parce que le désenveloppement, c'est bien joli. Si on voit une petite graine, qui tout d'un coup, il y a la petite pousse qui vient. Hein. Mais au niveau social, c'est pas comme ça. Parce que le niveau social est habité par la peur. La peur de ne pas être au niveau, la peur de ne pas savoir, mais qui ne dit pas son nom. Tout savoir est un pouvoir. Et donc, comme tout est fragile, on a peur de montrer qu'on ne sait pas. Or, c'est le béaba de la vie. De montrer qu'on ne sait pas, parce qu'on sait que tout autour de soi, il y a tellement de choses infinies, et au fond de soi aussi. Donc, le commencement de toute sagesse, chers collègues philosophes, le commencement de toute sagesse, c'est bien de savoir qu'on ne sait pas grand-chose, mais en même temps qu'il y a dans cette salle, comme autour, une capacité de savoir et une présence de savoir qui est extraordinaire et qu'on n'aura jamais fini de développer, de valoriser, de connaître, de découvrir. Et donc, pourquoi un peu de grammaire politique? Parce que les droits de l'homme, ou droits humains, comme vous voudrez, sont à chaque fois des phrases politiques. Ça veut dire qu'il y a un sujet, chaque homme, chaque femme, y compris s'il est en situation très pauvre, très marginale, de souffrance. Chaque homme, chaque femme a le droit de quoi? A la liberté de quoi? A aussi la responsabilité, dans la mesure de ses capacités, de participer à un nœud social. Ce nœud social, un nœud de relation qui peut s'appeler association, qui peut s'appeler expression, qui peut s'appeler relation de soins, qui peut s'appeler relation d'alimentation, qui peut, etc. Évidemment, vie culturelle, participation à la vie culturelle. Ce nœud social, c'est véritablement ce qui justifie une politique démocratique. C'est-à-dire qu'une politique démocratique consiste à établir, à sécuriser, si j'ose dire, à créer, partout où ça n'existe pas, des chemins politiques qui permettent de réaliser une relation de droit. Qu'est-ce que c'est qu'une relation de droit? C'est le plus court chemin entre un homme
une femme, un enfant, une personne âgée, qui a droit de participer, de contribuer à des ressources, et donc avec d'autres personnes qui sont des porteurs d'obligations. Le plus court chemin, d'où cette notion de droiture. Ce n'est pas quelque chose qui est carré, si vous voulez, les images géométriques sont toutes limitées, mais cette proximité à cet autre homme-là, qui est pauvre, qui est en souffrance, qui est riche, et c'est bien ce qui fait cette relation de droit, mais cette relation de droit est avant tout, au niveau des droits fondamentaux, que sont les droits humains, une relation de liberté. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, tu as rien, je vais t'apporter quelque chose ». Dans certains cas, c'est vrai, dans une approche fondée sur les besoins. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une relation de liberté. Nous ne sommes plus dans l'approche, j'allais dire petite bourgeoise de 1789, où ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Nous sommes dans une approche plus fondamentale, plus humaine, où ma liberté commence là où commence celle d'autrui. Donc j'ai besoin de trouver des gens libres, j'ai besoin de trouver des gens intelligents pour développer ma propre liberté, ma propre intelligence et donc mes responsabilités. Donc dans une approche basée sur les droits de l'homme, donc une approche politique, basée sur les droits de l'homme en développement, eh bien, nous distinguons nettement une approche qui est fondée sur les besoins, qui tente à supprimer des manques. Quelqu'un qui est pauvre étant considéré comme quelqu'un qui n'a pas ce qui lui est nécessaire, à une approche qui est basée sur les capacités. Quelqu'un qui est pauvre n'est pas quelqu'un qui n'a pas, c'est quelqu'un dont les droits fondamentaux sont violés. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est riche en capacités, mais ses capacités sont méprisées, gaspillées, ignorées. Vous constatez que c'est complètement différent, c'est beaucoup plus révolutionnaire, parce que là, on a la dynamique des droits de l'homme. Et on n'est pas dans une société simplement de service ou de consommation. Cette dynamique, elle reste révolutionnaire. Elle est difficile. Parce que considérer qu'un homme pauvre n'a rien, bon, on va essayer de lui donner quelque chose. Mais bon, on n'est pas assez riche. On ne veut pas faire trop d'assistance sociale. Donc on risque de maintenir une situation de pauvreté durable. Mais considérer que l'homme pauvre est quelqu'un qui est riche, c'est beaucoup plus scandaleux s'il reste pauvre. Non seulement c'est scandaleux au point de vue humain, ça veut dire qu'il est méprisé dans ses capacités de répondre, c'est-à-dire d'être responsable de sa propre dignité, de celle de ses enfants, de celle des autres, de celle de ses parents. Mais en plus, c'est un gaspillage, c'est stupide. De ne pas atteindre. C'est comme dans une école où on dirait, tiens, il y a des enfants qui ne sont pas intelligents, donc bon, on les laisse sur le carreau, et puis on fait de la sélection, n'est-ce pas? C'est pas possible qu'un enfant ne soit pas intelligent. Ce qui est simplement le cas, c'est qu'un enfant n'a pas réussi à désenvelopper son intelligence. À la fois, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on pourrait le faire. À la fois, c'est quand même embêtant, parce que ça ne veut pas forcément dire qu'on sait le faire. Alors, vous voyez la différence. On a une approche qui est fondée sur les capacités, et sur les capacités qui sont nécessairement complexes, parce que si on n'a pas réussi à désenvelopper l'intelligence d'un enfant, c'est pas simplement qu'on n'a pas la bonne méthode d'orthographe, peut-être que c'est ça aussi, mais c'est peut-être parce qu'il y a bien d'autres problèmes, qui peuvent être des problèmes biologiques aussi, de mauvaise vue aussi, et qui peuvent être évidemment des problèmes psychologiques au sein de la famille, qui peuvent être, voilà, beaucoup de distance trop grande entre l'école et sa famille, distance culturelle, distance physique, bref, qui peuvent être de mille et une raisons, voilà. Et donc, dans les droits humains, dans l'approche par les capacités, on sait que tout ça forme des nœuds, et qu'on ne peut pas simplement, celui-ci, il a besoin de tac, on va lui apporter cela. Non. Le respect de la personne, c'est le respect de sa complexité dans un tissu lui-même complexe. Autrement dit, on n'est pas simplement dans une approche humaniste grand 1, qui est facile à exprimer, sur lesquels tout le monde est d'accord. Quand on dit quelque chose et que tout le monde est d'accord, c'est qu'on a un problème. Et donc, quand on dit on va mettre la personne au centre, on dit souvent ça dans les discours, il faut absolument mettre la personne au centre.
Eh bien, quand vous êtes en difficulté sociale et que vous êtes au centre d'un dispositif social avec des gens qui vont vous évaluer et que vous jugez, c'est pas du tout confortable. Hein. Et si vous mettez l'enfant au centre de votre dispositif aussi, non, c'est pas juste. Ce qui est au centre du dispositif, c'est une relation enfant-parent, enfant-éducateur. C'est la relation qui est au centre. La relation entre des personnes libres. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis ici personnes au pluriel, dans le rien. Et personnes au pluriel qui sont le tout du tissage social. On pourrait dire, si vous voulez, que une personne, c'est un nœud social. C'est-à-dire que dans le tissu social, je peux nouer et dénouer. Et constituer comme ça des relations. C'est cela qui est au centre. On est dans une perspective systémique où la complexité est au cœur de chacun, comme elle est autour. La complexité est dans mon identité culturelle, je vais le montrer, comme elle est dans le milieu culturel, hyper complexe, où il y a à boire et à manger, il y a le pire et le meilleur, en soi-même aussi, sans doute. Et donc, à ce moment-là, nous ne sommes pas dans un dialogue entre les institutions, nous sommes toujours dans un dialogue entre les personnes. Nous ne sommes pas dans une entreprise, mais nous portons une entreprise. Nous ne sommes pas dans une collectivité territoriale, mais nous portons une commune politique. Nous ne sommes pas seulement dans une famille, mais nous portons notre famille. Ça n'empêche pas que quand on rentre chez soi, dans sa famille, qu'on est bien accueilli, on se sent dans sa famille. Mais en fait, nous la portons. Et donc c'est ce lien interpersonnel qu'il faut identifier, qu'il faut valoriser, et non pas catégoriser tel public, tel autre public. C'est pas cible, encore plus. Hein, qui est dans une logique que je ne sais pas comment définir, mais je ne veux pas employer des gros mots. Et donc, il faut aller chercher, désenvelopper ces relations sociales, parce que chaque fois, elles sont fragiles, tout en étant extrêmement puissantes. Il faut aller toucher des vulnérabilités, non pas comme des faiblesses, mais comme des forces. Là où on sait qu'on est capable d'être touché et de toucher. C'est là que les choses naissent. Et enfin, donc, on n'est pas dans un dialogue entre l'État et la société civile, ou entre l'État et le marché. Tout cela, ce sont des constructions qui sont souvent des leurs. L'État en démocratie, c'est la communauté des citoyens, comme disait un politologue, sociologue Dominique Schnapper. La communauté des citoyens, c'est-à-dire que nous constituons ensemble une communauté politique dont l'État, au sens institutionnel, l'État et ses institutions, est l'outil d'exercice. Et donc nous sommes citoyens parce que nous avons cette liberté de parole, parce que nous payons des impôts, parce que nous avons une capacité d'orienter, parce que nous sommes tous élus à notre façon, élus dans nos diverses fonctions. Il y a eu normalement une logique de choix, et donc une logique élective qui nous donne une responsabilité de citoyenneté. Et les élus, des élus, si je peux parler comme ça, comme cette responsabilité à double titre, évidemment, qui est, en gros, on pourrait la dire de mille et une façons, je le dis sous votre regard, et qui est de garantir qu'une culture politique soit largement une culture des métiers, où on valorise la diversité des métiers, y compris dans les administrations, mais dans tout. Mais en même temps, donc, nous sommes citoyens, mais nous sommes aussi associés par les différentes associations auxquelles on participe, formelles ou informelles. Et dans ce cas, nous faisons l'expérience de tout ce travail libre, des capacités d'initiative, de choses qu'un acteur public ne peut pas faire, parce qu'il y a une proximité, une rapidité, une simplicité. Une capacité de valoriser du bénévolat, des ressources bénévoles qui sont centrales en économie et qui est propre. Mais nous sommes aussi des acteurs privés, cette fois-ci au sens économique du terme. C'est-à-dire que nous contractons des assurances, nous allons au supermarché, etc. Et donc nous sommes aussi là des acteurs au niveau économique, puisque selon les choix que nous faisons, nous orientons aussi un peu la vie économique, dans la mesure où notre vie économique
est orientée et structurée dans un espace démocratique, ce qui n'est pas évident. Pour terminer ces prémices de vocabulaire, si les droits humains sont le respect et le développement des capacités multiples, il faut reprendre cette notion infinie qui est celle de diversité. La formule la plus bête que l'on trouve en France, n'est-ce pas, c'est quand on dit qu'un Français ou quelqu'un est issu de la diversité. Ça, c'est vraiment bête à manger du foin. Parce que ça voudrait dire que les autres ne sont pas issus de la diversité. Ils sont tous descendants des Gaulois. Il faut vraiment une grosse dose de rigidité pour penser des choses pareilles. Donc nous sommes tous issus de diversités diverses. Voilà. Et là où je vais prendre la diversité des diversités, je vais le prendre donc bien au pluriel, puisque la diversité, c'est d'abord, toute cette diversité qui est ici, c'est d'abord et avant tout la diversité des personnes. Le langage est rigoureusement personnaliste, dans ce sens-là. C'est la diversité qui est là, parce que chacune et chacun d'entre nous, nous avons quoi? Une diversité extrême de références culturelles. Voilà. Et cette diversité est là à l'intérieur de chacun de nous, puisque à l'intérieur de chacun de nous, nous avons justement aussi une diversité de références. Et c'est dans la mesure où on valorise cette diversité de références en chacun de nous qu'on est capable de rencontrer une diversité de références chez d'autres personnes et avec d'autres personnes. Mais bien entendu, cette diversité de références implique une diversité de domaines, j'appellerais de disciplines culturelles pour être un peu plus raide, un peu plus rigoureux. Donc selon les métiers que nous faisons, selon les approches différentes des métiers que nous faisons, des formations que nous avons eues et que nous continuons d'avoir, des positions, eh bien nous avons là une diversité interculturelle qui est une richesse grâce auquel quelqu'un qui vient du Burkina Faso et qui est danseur peut se trouver frère ou sœur avec quelqu'un qui vient d'ici et qui est aussi danseur ou danseuse, hein, avec une autre approche mais une même passion. Le Burkinabé, et encore de quel style et de quel endroit du Burkina, va retrouver quelqu'un qui est d'ici et avec évidemment des diversités d'approches, et c'est ça qui les intéresse parce qu'il y a à la fois du commun et du divers. Et bien entendu, donc, une diversité des milieux, des territoires. Voilà. Donc, je ne mettrai jamais la culture comme sujet. Je veux parler approche personnaliste et systémique. Je vais parler d'écosystème culturel, de milieu culturel. Donc, il n'y a pas la culture française. On peut parler de la culture politique française. Ouais. Ça, c'est un sens, puisqu'il y a une constitution, il y a une traduction. On peut la comparer à la culture politique de mon pays, de la Suisse, et on peut constater qu'elles sont diamétralement opposées, avec le pire et le meilleur des deux côtés, les avantages et les inconvénients des deux côtés. Et là, ça a un sens, parce qu'on peut désigner ce qui fait l'histoire, et l'histoire présente de la constitution politique d'un pays. Mais la culture française tout court, comme englobant tout, c'est un leurre. La même chose pour la culture suisse, qui ne serait pas seulement le chocolat et les montagnes, et les banques. Et j'ose pas caricaturer la politique française, évidemment. Et il y a une diversité, et dans chaque écosystème ou chaque milieu culturel. Alors quand on dit dialogue des cultures, c'est vraiment pas très malin. Parce que Amartya Sen, un économiste indien, qui disait l'UNESCO est tombé dans le piège tendu par Samuel Huntington, qui parlait du choc des civilisations, du choc des cultures. L'UNESCO est tombé dans le piège en parlant du dialogue des cultures. Ici, il parle des cultures. Vous avez déjà rencontré des cultures, vous, qui parlez? C'est des hommes et des femmes avec des références culturelles variées qui se rencontrent. C'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus pacifique, c'est beaucoup plus exigeant et beaucoup plus intéressant. Donc la diversité est une notion infinie. Et évidemment, c'est ça qui fait peur, parce qu'on ne peut pas la maîtriser, mais c'est notre patrimoine commun, c'est notre richesse. Ça, je viens déjà d'en indiquer l'objet du droit.
Je vais parler donc des droits culturels ici, le droit de participer à la vie culturelle, mais on peut dire le droit de participer à une relation éducative ou à une relation d'alimentation. L'objet, c'est toujours une relation. Le sujet, c'est chaque personne qui compte en tant que détenteur de droits. C'est chaque personne qui est comptable en tant que porteur d'obligations, ici dans ce jaune vert bizarre. Et l'objet du droit, c'est toujours une relation sociale. On n'est pas dans une approche individualiste, comme d'aucuns le pensent, les droits de l'homme, bon, ben, c'est le respect des libertés d'expression et des choses comme ça, qui est vraiment cantonné. On est dans tout ce qui est fondamental pour la dignité humaine et qui fait le lien entre chaque personne et du tissage social. C'est pourquoi chaque droit de l'homme est une phrase politique. Si vous voulez un développement de cette approche, vous tapez sur Google souveraineté et coopération et vous trouvez ce petit manuel libre qui développe cette approche politique basée sur les droits de l'homme en développement. Alors maintenant, un peu le traçage politique du cadre politico-juridique. Les droits de l'homme, ce sont d'abord et avant tout des catégories politiques qui prennent, comme tout ce qui est constitutionnel, qui prennent une structure juridique, puisque les libertés en démocratie s'écrivent. On écrit les libertés, pourquoi? Parce qu'elles sont très fortes dans notre espoir et très fragiles dans la réalité, parce que dès qu'un pouvoir naît quelque part, il a tendance à se l'accaparer et craindre la liberté des autres. Et donc, l'écriture politique, ici, n'est pas neutre. Vous avez les droits civils et politiques, qui sont de tradition libérale, au sens politique, philosophico-politique du terme, c'est-à-dire pas trop d'État. 1948, là je ne parle plus de 89, je parle du droit international. 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, au lendemain de la guerre, on ne veut plus de système totalitaire, de système qui torture, de système qui réprime et qui censure. Donc on va mettre très fortement en avant les limites à l'arbitraire de l'État pour garantir les droits individuels. Mais en même temps, c'est la fin de la guerre chaude, c'est le début de la guerre froide, qui n'était pas froide pour tout le monde, hein, on s'en fout. Il y a eu des guerres chaudes et il y en a toujours, des guerres brûlantes. Et du côté du bloc de l'Est, on disait, mais non, les vrais droits de l'homme, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels, ces droits qui demandent une responsabilité forte de l'État. Un État fort, capable d'assurer de la santé, de l'éducation, de l'assurance sociale. Et donc vous avez là une approche socialiste, au sens aussi philosophico-politique, disons, qui va défendre davantage ce groupe de droits. Et puis petit à petit, les pays dits non-alignés, qui en fait s'alignaient avec Téhéran plus sur le bloc de l'Est, vont aussi s'accrocher surtout sur les droits économiques, sociaux et culturels, en reprenant l'ancienne critique que Marx faisait aux libertés bourgeoises. Qu'est-ce que c'est que les libertés individuelles, les libertés civiles? C'est les libertés du renard libre dans un poulailler libre. Autrement dit, si vous êtes pauvre, si vous n'avez rien dans la poche, si vous n'avez pas grand-chose dans l'estomac, bien vos libertés d'expression et d'association, vous pouvez les oublier, vous avez d'autres soucis en tête. Cette critique n'a pas de sens du point de vue fondamental. Pourquoi? Politiquement, on l'a démontré, dans des pays fraîchement décolonisés, si j'ose dire, officiellement décolonisés, mais pas désaliénés, pas libérés. Les responsables, par exemple, africains, disaient, dans nos pays, on a faim, et donc vos libertés d'expression, c'est du luxe. Nous devons nourrir notre population. Mais ce faisant, ils n'écoutaient pas les paysans, et ils arrachaient les plantes vivrières pour mettre des plantes industrielles, notamment du coton et d'autres. Et donc Amartya Sen, déjà cité, économiste indien, a développé sa thèse célèbre en Inde, qu'un pays qui respecte la liberté d'expression ne peut pas connaître la famine. Parce que pour l'intelligence de l'alimentation, il faut une intelligence écosystémique. Donc il faut une intelligence, des intelligences de terrain.
Donc la liberté d'expression, c'est pas seulement un luxe pour dire ce qu'on a envie de dire. La liberté d'expression, c'est l'idée même de la démocratie qui est le croisement des savoirs. L'idée de démocratie, c'est comment aller chercher la richesse des savoirs dans sa diversité, dans son éparpillement. Et ça, c'est la grande intelligence politique pour laquelle on est tous beaucoup trop faibles. Sinon, on serait capable de répondre à nos plus grands défis. Les plus grands défis qui sont l'extrême pauvreté, l'extrême violence, pauvreté et violence. Donc officiellement, si vous voulez, tous les droits sont universels. Et c'est parce qu'on les prend tous qu'on fonde l'universalité. Du côté de la droite, si j'ose dire, on disait les droits civils et politiques sont d'abord des libertés. Du côté de cette gauche-là, je veux dire de la droite un peu idéologique, de la gauche un peu idéologique, on disait non, c'est d'abord l'égalité qui prime. Est-ce que c'est la liberté ou l'égalité qui prime? Vous voyez bien que la question n'est pas bonne. Enfin, il y a un droit égal à être libre. Et on ne peut pas être, si on n'est pas reconnu dans cette égalité de savoir, on n'est pas reconnu dans sa liberté. Donc il y a une interdépendance entre tous ces droits qui a été affirmée à partir de 1966 dans les deux pactes internationaux. La Déclaration universelle de 1948 n'était qu'une déclaration idéaliste au lendemain de la guerre, extrêmement bien écrite, qui n'a pas pris une ride. Elle n'est pas complète, mais on ne peut pas la critiquer autrement que cela. Et l'idée était d'en faire un traité, c'est-à-dire qu'il soit obligatoire, qui donne des obligations aux États. Mais comme vous aviez ces deux blocs, Est-Ouest, eh bien, c'était pas possible de faire un seul traité sur les droits de l'homme, donc on en a fait deux, voilà, en espérant que chacun des États les ratifie petit à petit, tous les deux. Voilà. Ce qui s'est fait pour la majorité d'entre eux, ce qui ne veut pas dire qu'ils les respectent, bien entendu. Alors, en ce qui concerne les droits culturels, vous avez le droit à l'éducation, qui est l'article 26 de la Déclaration universelle, et les articles 13 et 14 du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est suivi par le droit de participer à la vie culturelle, qui est donc l'article 27 et l'article 15 du pacte, lesquels sont suivis par l'article 28 de la Déclaration universelle, qui est le droit de participer à un ordre politique, tel que les droits de l'homme soient reconnus. Autrement dit, vous avez ici un crescendo. Le droit à l'éducation, tout le monde sait officiellement que c'est important, mais on ne l'avait pas trop développé en tant que droit culturel, on l'a développé en tant que droits sociaux. Pourquoi? Parce que dans un pays centraliste comme en France, on disait l'éducation nationale, c'est la culture nationale, point à la ligne. Donc c'est l'État qui va distribuer cette culture nationale, culture d'émancipation, d'égalité. Et donc le droit à la valorisation de la diversité culturelle, c'est pas tellement la langue officielle. Et d'une façon générale, donc l'après 1945, le lendemain de la guerre, on a vraiment des États nationaux très forts, beaucoup plus qu'avant, et qui affirment fortement leur identité culturelle nationale, y compris dans les vagues d'émancipation, enfin bref, de décolonisation. Et donc, le droit à l'éducation, évidemment, est un droit culturel dans la mesure où c'est par là qu'on apprend la puissance culturelle. Et le droit de participer à la vie culturelle était considéré comme tout à fait secondaire, parce que le droit d'aller au cinéma ou au théâtre, c'est quand même moins important que d'avoir un toit, de manger, de ne pas être torturé. Donc, on est resté là, avec cette difficulté-là. Mais il faut quand même savoir que la France a ratifié ces deux pactes, et que bien avant la loi NOTRe, eh bien, le droit de participer à la vie culturelle est un droit obligatoire pour la France. Ce qui était assez curieux, c'est que malgré l'engagement très fort de 3 sénatrices pour faire passer cela au Sénat et puis à l'Assemblée, eh bien, quasiment personne n'avait fait référence à ce pacte, qui est pourtant ratifié avec un système de contrôle aux Nations Unies. Et on est allé chercher la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, dont je parlerai dans un instant, alors qu'elle ne dit pas un mot sur les droits culturels. Donc, si vous me permettez, dans la patrie qui se dit des droits de l'homme, on a une grande inculture. Et c'est cela qui manque, parce que vous voyez, j'ai mis cet aspect droite-gauche du point de vue historique, mais en fait, nous avons là le socle démocratique, qui n'est
à droite et à gauche comme on voudra, il y a une légitimité politique des partis, mais on doit élever le socle de consensus sur ce que c'est qu'un bien commun, sur ce que c'est que le droit aux soins, comme sur ce que c'est que l'ensemble des droits humains. Et notre proposition, c'est que les droits culturels permettent de faire le lien avec tout cela. Je vais essayer de vous le montrer. On peut travailler cela en termes de sécurité, puisque chaque violation d'un droit de l'homme est une insécurité pour les personnes et une insécurité aussi pour le milieu. Si vous avez de la violence intrafamiliale, vous avez une violation directe des droits des personnes qui sont victimes, une violation directe sans doute aussi des droits des auteurs de violences à être reconnus, à être traités, et évidemment vous avez une mise en danger de tout un ensemble social, de la famille bien entendu, mais de tout ce qui est autour. Donc travailler les droits humains en termes de sécurité, c'est important. Quid pour les droits culturels? Quid de la sécurité culturelle? Ça c'est un mot qui est très ambigu, parce que vous avez bien des gens qui vont dire purification ethnique, on va retrouver la France pure, ou je ne sais pas quelle illusion bête et méchante. Mais non, sécurité culturelle, ça veut dire que si quelqu'un se trouve dans une situation où on lui dicte d'une façon complètement absolue ce qui est bien et ce qui est mal, je dis bien d'une façon absolue, et qu'à ce moment-là, il est dans une approche qu'on appellera fondamentaliste, que ce soit d'un point de vue religieux, mais ça peut être aussi bien d'un point de vue politique, ça se trouve même dans nos universités, où vous avez des idéologies très exclusives selon les secteurs, les départements, les facultés, eh bien, et ça peut se trouver dans des modes de vie quotidiens sur le vêtement, et que vous avez à ce moment-là une approche extrêmement exclusive et discriminante, à ce moment-là, vous mettez les gens et vous êtes en insécurité culturelle. Qu'est-ce que c'est la sécurité culturelle? C'est quand vous amenez des enfants, des adolescents, des adultes pendant une semaine complète en forêt. Je prends l'exemple de la forêt, mais sans doute qu'on peut prendre le littoral aussi. Je vais prendre l'exemple de la forêt, et à ce moment-là, lentement, vous apprenez avec des gens connaisseurs, des gens qui ont la saveur des savoirs, c'est-à-dire les saveurs de la forêt, des forêts. Vous leur apprenez à voir ce qu'il y a sous les cailloux, ce qu'il y a sous les mousses, à découvrir la puissance de l'écorce d'un arbre, de son tronc, de son feuillage, de toutes les bestioles qui vivent là-dedans, d'écouter évidemment toutes les formes de sons, etc., de découvrir un petit peu la richesse du sol, etc., l'infini de cette diversité qui nous touche. Voilà. Et qu'à ce moment-là, on a un éveil des sens, qui est un éveil de la sensualité, quand tous les sens se répondent. Ouais, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce que je sens, et que tous les sens se répondent, et donc j'ai à chaque fois une capacité de toucher ce qui est autour de moi, de toucher ce qui est en moi, et par conséquent d'être touché. Et en faisant ça, je m'aperçois que j'ai de l'infini sous les pieds, qui est absolument intelligent, absolument formidable, comme je peux avoir l'infini dans cette petite bestiole qui va bouger sur mon doigt, comme j'ai de l'infini dans tous les sons que l'on entend, etc. Je n'ai pas besoin de continuer. Et à ce moment-là, que j'ai la même expérience que mon camarade d'école, si j'ose dire, mon maître ou ce poète qui va nous parler, et qu'à ce moment-là, oui, il y a une expérience profonde d'émerveillement qui est la source de toute paix. Parce qu'il n'y a pas moi et l'autre, il n'y a pas le respect de l'autre, il n'y a pas moi, ma différence. Nous baignons dans un infini d'intelligence. Voilà. Et cet infini d'intelligence, il est là. On le sent au cœur de soi, comme on le sent au cœur de l'autre, comme on le sent quelque part, au cœur de cet arbre, de cette plante, de cette bestiole. Et donc là, vous êtes dans les ressources même de la paix, qui est l'émerveillement pour les savoirs ici présents. Et qu'on n'aura jamais fini d'explorer. Bon, aujourd'hui, enfin, on retrouve quelque chose de l'intelligence des vivants, n'est-ce pas, des animaux comme des plantes, que beaucoup d'autres milieux culturels possédaient bien longtemps, et que sans doute une partie de nos ancêtres possédaient aussi, et qu'on a largement méprisé, perdu par une intelligence techniciste et largement réductionniste. Et à ce moment-là, vous avez véritablement cette sécurité. Parce que l'être humain se sent partie prenante d'une richesse.
Et donc, si quelqu'un lui dit « tu n'as pas compris », il ne va pas se vexer. Au contraire, il sait très bien que tu n'as pas compris. Alors, après cette petite aparté, je reprends l'historique ici, 2001. Un grand changement de paradigme. officiellement. La date est symbolique, ça a commencé avant et c'est pas fini. Mais jusqu'à la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, le langage des nations était la diversité, c'est un obstacle. C'est évidemment un obstacle au grand marché, c'est un obstacle à la démocratie, chacun fait son petit truc dans son coin, c'est un obstacle à l'universalité, de façon générale, donc c'est du relativisme culturel, c'est un obstacle à la science, qui est, comme chacun sait, universelle, sous-entendu, on n'osait pas trop le dire, mais beaucoup ne se gênaient pas, occidentale, et c'est un obstacle évidemment aux droits humains. À partir de 2001, on dit le contraire. C'est pour ça que c'est vraiment un changement de paradigme. La diversité culturelle, c'est notre patrimoine commun. Autrement dit, c'est notre trésor, c'est une ressource. Ça ne va pas bien. Hein. Il a fallu des nécessités économiques pour changer ça, qui était, comme vous le savez, le protectionnisme lié à ce projet de déclaration et surtout à la convention qui est venue après, c'est-à-dire qu'il fallait protéger ce qu'on a appelé, en France, on aime bien les exceptions françaises, l'exception culturelle, et ce qu'après on a appris dans un langage un peu plus raisonnable, disons, la diversité culturelle, et pour protéger la diversité de nos industries culturelles, du rouleau compresseur anglo-saxon, en gros, hein, je simplifie. Mais sous cette nécessité, tout d'un coup, l'UNESCO a été importante, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, reconnue comme telle, pas dans les discours, mais dans la réalité surtout. Et donc, on a cherché à appuyer ça par des arguments rationnels. Nous avions déjà fait, nous, un projet de déclaration des droits culturels en 1997, et ils ont repris une partie de cela pour faire la déclaration avec un autre objectif. On a pu, nous, réussir à mettre dans l'article 5 de la déclaration un résumé des droits culturels. Puis ensuite, la Convention, qui est sérieuse, puisque c'est là que les questions d'argent se jouent, de protectionnisme se jouent, et là, ils ont carrément oublié les droits culturels. Ils ont même oublié pratiquement la société civile, il n'y a plus qu'un article, petit article 11, pour dire la société civile, il faut l'encourager pour la diversité culturelle. Nous, on a plutôt l'expérience inverse, c'est que les acteurs de la société civile doivent encourager et critiquer les États pour qu'ils respectent la diversité culturelle. Et puis, on n'a pas parlé d'information. Alors, si le droit à l'information n'est pas un droit culturel, si l'information, ce n'est pas du partage de savoir, qu'est-ce que c'est? Mais peu importe. Cette convention existe, et avec sa jurisprudence, elle va pouvoir petit à petit s'élargir probablement et reprendre les principes de la déclaration qui en était l'esprit d'origine, qui est plus ouverte. Alors, je vous passe rapidement. Nous avons aussi pu participer à la rédaction d'une convention au Conseil de l'Europe qui, pour la première fois, la France n'a pas encore ratifié, c'est en discussion au ministère, m'a-t-on dit, pour la première fois définit le droit au patrimoine comme un droit individuel, donc un droit humain. Et on n'a pas simplement des conventions de protection du patrimoine, des différents types de patrimoine, comme on a partout, comme on a à l'UNESCO aussi, mais on a ce droit de chacun à participer à une diversité de patrimoine. Ce qui est beaucoup plus concret, parce que le patrimoine n'est pas simplement quelque chose qui tombe de l'État et puis qu'on va lister et qu'on va définir en faisant des sélections en partie arbitraires. Mais on sait aujourd'hui que c'est pas facile de savoir ce qu'on veut préserver ou pas, notamment donc, du patrimoine industriel, mais aussi la façon de le protéger. Et donc on va remettre les choses sur leurs pieds, c'est-à-dire remettre les personnes au centre et parler du droit de chacun au patrimoine. Alors un petit mot à partir de ça sur notre travail. En 2007, on développe cette déclaration des droits culturels, dite déclaration de Fribourg, parce que le siège est chez nous en Suisse, mais c'est un réseau international, et qui reprend les articles un petit peu dispersés partout dans le droit international, qui a bien la forme, la structure d'un texte de droit international, mais qui n'est pas officiel.
mais qui a été parrainé par un très grand nombre d'experts aux Nations Unies et de différents organes, si bien que ce texte maintenant est cité un peu partout dans ce qu'on appelle en droit la doctrine, c'est-à-dire ce qui se fait sur ces éléments-là. Et notamment, on a pu contribuer à la rédaction de l'Observation Générale 21, vous trouvez sur le site des Nations Unies, qui est l'interprétation de cet article 15 du pacte « Qu'est-ce que c'est le droit de participer à la vie culturelle ?» et qui se développe, puisque jusqu'à présent, il était resté le parent pauvre, hein, qui passait après le droit à l'éducation, qui passait après le droit au travail et tous les autres droits économiques et sociaux. Voilà. Et c'est seulement maintenant, notamment en situation de violence, qu'on s'aperçoit de l'importance de ce droit.